Bonjour à tous, je suis Pauline Pichereau, je suis chargée de mission qualité à l'Agence régionale de santé de Bretagne et je vous remercie pour votre participation nombreuse pour ce nouveau webinaire. Donc, les Midis de la qualité sont des webinaires qui sont destinés à vous accompagner à la mise en œuvre du nouveau dispositif d'évaluation de la qualité. Ce troisième épisode est consacré aux critères impératifs et sans plus attendre, je vais laisser la parole à ceux qui l'ont conçu et préparé, donc le GCS CAPS Bretagne et le CREAC Bretagne. Merci Pauline. J'espère que vous nous entendez bien. Un petit réglage. Voilà. Donc, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent dans nos midis de la qualité. Donc, le nouveau dispositif d'évaluation construit par la Haute Autorité de Santé s'appuie sur un référentiel national commun à tous les établissements et services médico-sociaux. C'est le socle, bien sûr, du dispositif d'évaluation. Il répertorie les exigences à satisfaire par tous les ESMS sous la forme de 42 objectifs centrés sur la personne qui sont eux-mêmes déclinés en 157 critères d'évaluation. C'est un référentiel à deux niveaux d'exigence. Dans ces 155 critères, vous en avez 139 qui sont appelés ou dénommés des critères standards qui correspondent au niveau attendu. Vous en avez 18 qui sont des critères dits impératifs qui correspondent à un ensemble d'éléments d'évaluation incontournables pour lesquels les ESMS ont une obligation de totale satisfaction. Alors, comment on évalue cette question de la satisfaction? Pour chacun des 18 critères impératifs, comme pour l'ensemble des critères, on a un barème de cotation qui vous est présenté à l'écran. Et donc, pour l'ensemble des 18 critères impératifs, le SMS doit obtenir une cotation de 4 sur 4, c'est-à-dire le niveau attendu est tout à fait satisfaisant, ou bien une petite étoile qui correspond au niveau optimal. Donc, en général, une pratique assez remarquable. Pour l'ensemble des cotations inférieures, eh bien, nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qui se passe dans ce cas. Chaque critère correspond à une fiche détaillée dans le manuel d'évaluation qui répertorie l'ensemble des fiches critères. Chaque fiche précise le champ d'application d'une part du critère et son niveau d'exigence qui est entouré en rouge à votre écran. Le niveau d'exigence ressort en gras, en caractère gras. Donc là, en l'occurrence, c'est un critère impératif et non standard. Mais également les éléments d'évaluation, les éléments de consultation documentaire, les modalités d'évaluation et les référencements associés. Les 18 critères impératifs, ils sont répartis dans différents objectifs des chapitres 2 et 3 du référentiel. On en a 16 critères dits impératifs qui sont communs à l'ensemble des ESMS, un critère supplémentaire s'il s'agit d'un établissement et un critère supplémentaire si le secteur d'intervention est le médico-social, ce qui nous fait 18 critères impératifs au total. Quels sont-ils, ces critères? Alors, pour le chapitre 2, il s'agit essentiellement de critères concernant les droits de la personne accompagnée. La liberté d'aller et venir est le critère qui ne s'adresse qu'aux établissements. Les autres, c'est-à-dire le respect de la dignité et de l'intégrité, de la vie privée et de l'intimité, de la liberté d'opinion, des croyances et de la vie spirituelle, le droit à l'image, la confidentialité et la protection des informations sont des critères impératifs communs à l'ensemble des ESMS. Et du côté du chapitre 3, vous avez le critère d'accompagnement à la santé qui ne concerne que le médico-social, puisqu'il s'agit de la sécurisation du circuit du médicament. La démarche qualité et gestion des risques, donc l'ensemble des critères sont communs à tous les établissements et services. On y retrouve la gestion des risques de maltraitance et de violence, les plaintes et les réclamations,
les événements indésirables, la gestion de crise et la continuité de l'activité et la sécurisation du circuit du médicament. Quand vous avez des petits chiffres derrière les critères, c'est qu'en général, vous avez au moins 2 fiches critères, ou 3, si le chiffre est 3, concernant cet item. Alors, on va vous faire le zoom sur 2 critères spécifiques. C'était impossible de vous faire le zoom sur l'ensemble des critères. Et déjà, je pense que ça va être un bel exercice de vous faire un zoom rapide sur les critères que nous avons choisis. Donc, le premier zoom va concerner le critère de la liberté d'aller et venir. Donc, vous retrouvez à gauche de la diapo la fiche critère avec l'énoncé du critère, donc l'objectif, l'énoncé du critère étant les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée. La rubrique champ d'application nous indique qu'il s'agit de tous les établissements et services médico-sociaux et non pas simplement un secteur, et exclusivement les établissements et tous les publics. Donc les établissements, bien entendu, ça s'adresse aux structures qui proposent un hébergement. Vous allez également retrouver des éléments d'évaluation dans le petit tableau bleu qui nous indiquent les attendus. À travers un entretien avec les professionnels, on va essayer d'évaluer si les professionnels favorisent bien la liberté d'aller et venir de la personne, dedans, dehors, dans les limites du cadre d'évaluation, et puis d'évaluer si les restrictions à la liberté d'aller et venir sont bien encadrées. Vous avez également des éléments de consultation documentaire et des éléments d'observation qui seront examinés par l'évaluateur. Forcément, en lisant ces attendus, on se pose des questions. Que signifie liberté d'aller venir? Que signifie favoriser? Que signifie dedans dehors? Quelles sont les limites du cadre d'intervention? Et pour cela, pour en savoir plus, vous pouvez, la fiche critère nous indique également un certain nombre de références dans la partie que vous avez dans la partie à gauche de l'écran. Donc, ces références vont nous permettre en fait de décrypter les attendus. Certaines références sont spécifiques, comme ici la recommandation de bonne pratique sur l'accompagnement des personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer ou celle sur les comportements de problème dans le champ du handicap. En parcourant ces références, on peut trouver des repères pour décrypter les éléments d'évaluation du critère. Ici, je vous en donne quelques-uns avec une définition de la liberté d'aller venir, les caractères juridiques de cette liberté fondamentale, les risques ou encore les éventuelles limites ou conditions. Ce que l'on peut en retenir, c'est que cette question de la liberté d'aller venir est un droit individuel qui est protégé. Mais parfois, les professionnels ont du mal à faire le lien entre ce qu'ils font concrètement et les éléments d'évaluation d'un critère. Qu'est-ce que ça veut dire soutenir et favoriser la liberté d'aller venir? Je vous en donne quelques exemples qui pourraient être pris ou précisés, par exemple, dans un projet d'établissement. Dans la pratique, on constate une tension fréquente dans l'ensemble des structures entre assurer la sécurité des résidents et maintenir leur liberté d'aller et venir. L'établissement et son équipe vont devoir être en mesure de montrer qu'une réflexion a été menée autour de ces tensions, qu'un cadre d'intervention a été défini et que les pratiques professionnelles sont conformes au cadre d'intervention défini. Il est toléré qu'à titre exceptionnel, à certaines conditions et de façon subsidiaire, c'est-à-dire après avoir essayé de respecter la liberté de circuler du résident, l'équipe soit contrainte de la limiter en vue de privilégier la sécurité. Les préconisations de la conférence de consensus de 2004, qui font partie des références citées par la fiche critère, et reprises dans la loi ASB et son décret de 2016, posent des repères pour l'ensemble des ESMS, y compris les ESMS hors du secteur des personnes âgées. Ces repères nous indiquent que le processus de décision doit passer par différentes étapes et précautions
qu'il n'est pas possible ici, en 5 minutes, d'approfondir cette question en méritant bien plus. Toutefois, notre objectif du jour est de vous donner des repères sur les éléments d'appréciation des critères impératifs du nouveau référentiel d'évaluation. Et j'espère donc que ce rapide zoom sur la liberté d'aller vite vous aura fourni quelques clés. Merci beaucoup, Gaëlle. Je prends le relais pour vous parler et faire un zoom sur les événements indésirables, puisqu'il s'agit ici non pas d'un critère impératif, mais de trois critères impératifs qui sont relatifs au recueil et au traitement des événements indésirables. Ces 3 critères impératifs, vous les retrouvez dans le chapitre 3 intitulé le SSMS, et notamment sur toute la partie démarche qualité, gestion des risques du référentiel. Donc, ces 3 critères répondent à l'objectif 3.13. Donc, le SSMS assure le recueil et le traitement des événements indésirables et concerne tous les établissements sociaux et médico-sociaux, toutes les structures donc, et tous les publics concernés par l'évaluation. Merci. Donc, on voit ici effectivement ces 3, voilà, une vue de ces 3 critères du manuel, tiré du manuel d'évaluation de la HAS. Donc, le tout premier critère concernant les événements indésirables, c'est le SSMS organise le recueil et le traitement des événements indésirables. Le suivant, le SSMS communique le traitement des événements indésirables auprès des parties prenantes. Et le troisième concerne davantage la démarche d'analyse des professionnels. Donc, c'est une démarche qui se veut collective et qui aboutit à la mise en place d'actions dans le cadre du plan d'action d'amélioration de la qualité, donc des actions correctives. Alors, concrètement, donc les modalités d'évaluation sur ces 3 critères, je vous propose une approche un peu plus transversale, puisqu'il s'agit de 3 critères, mais il y a une résonance. Quand vous allez rencontrer par exemple la gouvernance, vous allez bien sûr chercher des informations qui vont se trouver dans les uns ou enfin dans l'un de ces 3 critères. Donc il n'y a pas, c'est pas du tout ciselé entre ces 3 critères, c'est tout à fait en résonance et en transversalité. Donc, sur les modalités d'évaluation, nous avons les entretiens, l'entretien avec la gouvernance. Il s'agit d'évaluer l'organisation générale relative au recueil et au traitement des événements désirables, sur les modalités de communication également, et sur la communication que vous ferez en interne ou en externe, bien sûr. Et puis également la communication aux autorités autour des événements indésirables graves. Il y a également une partie entretien avec le conseil de vie sociale, donc le CVS, donc qui a un guide spécifique qui se trouve dans le manuel, qui permet d'aller chercher des informations sur la réalisation systématique d'une présentation du bilan des événements indésirables au conseil de vie sociale, mais également sur leur association aux discussions relatives aux mesures correctives. Je parlais tout à l'heure des actions issues de l'analyse des événements indésirables. Et puis enfin, une partie entretien avec des professionnels qui porte sur les modalités de déclaration, sur l'analyse collective et sur la mise en œuvre des actions correctives, donc qui est vraiment ciblé sur le critère 13.3. Et bien sûr, la consultation documentaire. Pour aller plus en détail, je vous propose de rentrer dans les 3 critères, l'un après l'autre, en donnant quelques orientations concrètement sur ce qui sera évalué, recherché en tout cas, et sur ce qu'il est bon de mettre en œuvre dans vos organisations pour permettre de répondre aux exigences de la HAS. Donc, concernant le premier critère sur l'organisation et le recueil des traitements des événements indésirables, il s'agit de mettre en place une procédure de gestion des événements indésirables et de la définir en interne. Et cela doit également considérer tout ce qui est réglementaire, donc la réglementation notamment relative à la déclaration des EIG. La mise en œuvre également d'une instance collective d'analyse des événements désirables et des actions d'avoir des actions qui sont définies et suivies jusqu'à la clôture de l'événement indésirable. C'est une organisation aussi qui intègre les professionnels concernés dans l'analyse
Et c'est une organisation qui met à disposition des outils pour faciliter le recueil des événements indésirables. En ce qui concerne le second critère impératif relatif aux événements indésirables, notamment sur la communication, plus précisément aux parties prenantes, il s'agit de s'assurer qu'une organisation faite ce retour aux déclarants, mais aussi aux instances en interne, qu'une communication interne et externe sur les actions qui sont mises en place existe, et puis également que les événements indésirables graves associés aux soins soient déclarés aux autorités selon les modalités prévues, mais également qu'il y ait des comités de retour d'expérience qui soient mis en place. Voyons, on a toujours les trois petits points à la suite parce que ce n'est pas exhaustif, bien sûr, comme organisation. Et enfin, pour le troisième critère, donc les professionnels déclarent et analysent en équipe les événements indésirables et mettent en place des actions correctives. Vous allez voir qu'il y a des redites puisqu'il s'agit effectivement d'une démarche qui se veut assez transversale. Donc les professionnels savent détecter et déclarer un événement indésirable. Des temps d'analyse avec les professionnels concernés sont organisés. Chaque événement indésirable fait l'objet d'un plan d'action qui est suivi et un retour au déclarant, comme tout à l'heure sur le précédent critère, est réalisé en interne et en externe. Et des comités de retour d'expérience sont mis en place. Je vous parlais tout à l'heure de la consultation documentaire. On vous donne quelques éléments de preuve à titre informatif, c'est une liste là aussi non exhaustive, mais qui peut, puisque le support vous sera partagé à l'issue du webinaire, vous pourra vous aiguiller en tout cas sur ce qui serait intéressant de mettre en œuvre si ce n'est pas déjà fait dans vos établissements, notamment les procédures de gestion du recueil et du traitement des événements indésirables, la mise en place de registres, de supports de déclaration, la mise en place de plans d'action, mais également d'indicateurs de suivi, des supports de traçabilité, des comptes rendus de réunions dédiés et qui intègrent les retours d'expérience sur les événements indésirables, pardon. Et puis également tout ce qui concerne la communication, notamment l'affichage, les courriers que vous pouvez adresser aux parties prenantes et également, ce qui est important, la charte d'incitation à la déclaration et à la culture positive de l'erreur. Vous appuyez et vous aider dans la mise en œuvre de votre organisation et des pratiques autour des événements indésirables. Vous avez des références que la HS vous partage également dans le manuel. J'en ai extrait 3 qui sortent un petit peu du cadre législatif, on va dire, mais davantage sur la méthodologie, notamment le guide méthodologique qui a été produit en 2021 par la HAS en collaboration avec la FORAP, la Fédération des structures régionales d'appui, sur l'analyse des événements indésirables associés aux soins, là, qui vous permet vraiment de développer une méthodologie adaptée et facilitante pour vous aider dans la mise en œuvre de ce circuit de déclaration et d'analyse, et puis ensuite sur la mise en œuvre aussi d'un plan d'action. Je vous partage également l'arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des événements indésirables graves et graves associés aux soins. Vous aurez ce lien sur le support, et puis également le partage du rapport sur les droits fondamentaux des personnes âgées en EHPAD, donc produit par le défenseur des droits en 2021, qui rappelle justement la nécessité d'avoir une organisation autour de la déclaration des événements indésirables, et qu'aujourd'hui on a encore du retard, donc ça va aussi dans ce sens pour ce qui concerne ce périmètre. Globalement, ce qu'il faut retenir sur cette dimension, et en tout cas cette thématique des événements indésirables, au-delà d'avoir une organisation sur la déclaration, c'est de retenir à quoi répond à quel objectif répond finalement la déclaration des événements indésirables et à quoi participe la déclaration des événements indésirables. Donc, ça permet de développer le partenariat entre les professionnels et les personnes accompagnées dans l'amélioration des pratiques et des organisations, donc en les mobilisant, bien sûr. On a vu tout à l'heure sur la communication, mais on va aussi chercher auprès du CVS de quelle manière ils sont associés dans la réflexion autour des décisions qui sont prises autour des actions conséquentes aux événements désirables.
S'inscrire également dans une démarche d'amélioration continue des pratiques et des organisations. Donc là, on est vraiment dans cette démarche d'identifier des problématiques, soutenir aussi et valoriser, ça je le dis un peu plus loin, ce qui fonctionne, mais s'intégrer dans une continuité, c'est-à-dire on va identifier des actions, les inscrire dans un plan d'action et puis les réévaluer pour s'assurer que ça correspond toujours à la réalité du quotidien et qu'on est toujours en phase avec les besoins des personnes qu'on accompagne et adapté aussi au contexte. Et puis permettre aux professionnels de s'inscrire dans une démarche éthique, puisqu'à chaque fois qu'on est dans cette démarche, justement, on est dans la confrontation des représentations, des idées, savoir jusqu'où on peut se permettre d'aller dans les réponses qu'on va apporter pour améliorer les pratiques et les organisations, et puis surtout améliorer la qualité d'accompagnement des personnes accompagnées. C'est vraiment le cœur vraiment de cette démarche-là. On est vraiment dans cette dynamique-là. Donc valoriser, ça c'est très important. Et puis surtout développer la culture positive de l'erreur par une démarche qui se veut bienveillante et apprenante. C'est vrai. Donc effectivement, après avoir fait ce focus sur les critères impératifs et certains d'entre eux, la question qui peut se poser, c'est quelle suite on donne à cette évaluation des critères impératifs en particulier. Donc, de manière générale, le Code de l'action sociale et des familles prévoit que le rapport d'évaluation est transmis par l'établissement ou le service à l'autorité de tarification ou de contrôle selon les modalités qui sont convenues avec elle. Donc, en ce qui concerne l'ARS Bretagne, comme vous le savez certainement, pour les ESMS qui relèvent du champ personnes âgées et personnes en situation de handicap, on attend de vous effectivement un dépôt de votre rapport d'évaluation sur la plateforme ICARS. Pour les établissements, pour les personnes en difficulté spécifique, il y a une procédure un peu particulière dans l'attente de leur intégration de la plateforme ICARS. Au-delà de ce rapport d'évaluation, il est souhaitable effectivement, au regard de la procédure d'évaluation de la HAS, que ce rapport soit immédiatement accompagné d'un plan d'action spécifique qui est exigé au regard des résultats associés à l'évaluation des critères impératifs. Donc effectivement, à l'issue de votre évaluation, pour les critères impératifs qui ont obtenu une cotation inférieure à 4, vous devez élaborer un plan d'action spécifique pour ces critères impératifs et le communiquer dès la transmission de votre rapport d'évaluation. Les actions engagées de manière générale dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité sont mentionnées dans le rapport annuel d'activité que vous transmettez à votre autorité de tarification ou de contrôle. Au niveau de l'Agence régionale de santé Bretagne, nous allons nous saisir de ces rapports d'évaluation et des plans d'action que vous allez nous transmettre, que ce soit le plan d'action qui est spécifique aux critères impératifs ou le plan d'action qui porte sur l'ensemble des actions engagées qui sera transmis à chaque rapport annuel d'activité. Donc, comment est-ce que ce sera instruit au niveau de notre agence régionale de santé? À 2 niveaux. Tout d'abord, au niveau de chaque structure. L'idée, on l'a dit effectivement, c'est de contribuer à l'amélioration de la qualité de chaque établissement et service. Ensuite, l'idée, c'est aussi de se saisir de l'ensemble de ces données et informations pour nourrir l'ensemble des démarches qui concernent la structure, notamment le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et enfin, dans le cadre de la démarche qualité, c'est de participer au renouvellement de l'autorisation de la structure. Ensuite, au niveau régional, ces éléments auront un intérêt tout particulier pour nous pour alimenter la politique régionale qualité et également, au regard des difficultés qui auront pu être observées sur certains critères, proposer des mesures d'accompagnement pour vous aider à vous améliorer sur certaines thématiques. Donc, voilà au sujet du suivi des critères impératifs. Merci. Donc, vous avez un petit bouton sur votre barre de menu Q&R qui est questions et réponses par lequel vous pouvez nous poser des questions qui vont être transmises à l'un ou l'autre d'entre nous. Pour le moment, nous n'avons qu'une question qui concerne Thomas. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y répondre. Cette question, c'est quelle est la différence entre événement indésirable et plainte et réclamation?
Alors déjà, l'entrée n'est pas la même. La déclaration des événements indésirables, si vous voulez, c'est les professionnels qui vont déclarer des événements qui sont produits. Alors, la définition de quel type d'événement on déclare en dehors de ce qui est réglementaire et de la déclaration d'événements indésirables graves associés aux soins, c'est une définition qui doit être donnée aussi au niveau, d'un point de vue collectif et une réflexion au niveau de l'établissement, de l'institution. Et c'est une déclaration qui est faite par les professionnels sur des événements qui nuisent à la qualité d'accompagnement des personnes accompagnées. Donc, ça peut être directement lié aux personnes accompagnées, mais ça peut être aussi indirect. Les plaintes et réclamations, donc c'est une autre entrée, puisque ce sont les personnes accompagnées en première intention qui vont pointer des dysfonctionnements ou comment je dirais, formuler des remarques sur la qualité ou le manque de qualité de tel ou tel aspect de l'accompagnement qui leur est proposé. C'est ça. Donc voilà, on n'a pas la même entrée. Par contre, derrière, effectivement, il y a une organisation qui se veut assez proche finalement sur le traitement. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure pour les événements indésirables, une organisation qui est construite, qui est décidée par l'établissement et en lien avec les personnes concernées, les professionnels, mais aussi les représentants des personnes accompagnées. Donc cette organisation, et puis ensuite sur la communication qui en est faite, de la même manière, il y a une organisation qui est pensée, des pratiques qui sont pensées autour des plaintes et réclamations, puis également ce qui concerne les plans d'action qui sont consécutifs à l'analyse en fait de ces plaintes et réclamations. Donc on n'a pas la même entrée, mais derrière on a toujours cette démarche d'amélioration qui se veut collective, partagée avec les personnes accompagnées et les professionnels. Ça peut même concerner des partenaires extérieurs quand il s'agit d'événements ou de plaintes ou de réclamations qui concernent, je dirais, des interfaces où des partenaires peuvent être concernés. Donc, il n'y a pas de nécessité de cloisonner dans l'analyse et dans l'accompagnement de ces questions et de ces plaintes, ces réclamations, de ces événements. Mais donc voilà, ça, il s'agit là d'évaluation au fil de l'eau. Par contre, si on est sur l'évaluation HAS, effectivement, ça dépendra des questionnements sur l'association des partenaires. En tout cas, pour cette question. Si je comprends bien, une autre question qui nous est posée, c'est les CAMS sont-ils concernés par tous les critères impératifs? Alors, si vous avez bien suivi la première diapo à l'origine, mais peut-être que vous n'étiez pas connecté au webinaire à ce moment-là, donc sur les 18 critères impératifs, vous en avez 16 qui sont communs à tous les établissements et services, un qui concerne exclusivement les établissements, c'est-à-dire ceux qui proposent de l'hébergement, ce qui en général n'est pas le cas des CAMS, à ma connaissance, et un qui concerne le secteur médico-social. Effectivement, ce critère-là, c'est la sécurisation du médicament, et les CAMS relèvent bien du secteur médico-social, donc le CAMS est bien soumis à ce critère. Donc on a une autre question effectivement sur le plan d'action à fournir dans le cadre de la cotation des critères impératifs. Se limite-t-il uniquement à la cotation de ces critères? Alors non, effectivement, l'idée c'est au regard d'une cotation qui est inférieure à 4, de pouvoir proposer immédiatement des mesures correctives pour améliorer la prise en charge de ces critères impératifs. Donc en face de chaque critère, à côté de la note dédiée, de proposer une action à mettre en place ou un plan d'action dans le temps qui pourra être ensuite décliné dans la démarche qualité. Et ensuite, si 4 ou plus pour chacun d'entre eux, nous ne fournissons pas un plan d'action, il me semble que non. Il me semble que c'est effectivement sur les notes qui sont inférieures à 4 qu'il est nécessaire de fournir un plan d'action immédiat. Alors, j'ai une autre question par rapport à la nomenclature relative aux EI, donc la différence entre EI, EIG, EIGS. Alors, je vais prendre dans l'autre sens. Tout ce qui concerne les événements indésirables graves associés aux soins et les événements indésirables graves, j'ai des difficultés, ma bouche est un petit peu asséchée, j'avoue. Donc, l'arrêté du 28 décembre 2016, justement, vous permet de connaître l'ensemble de cette nomenclature
sur la liste des événements indésirables graves qu'il s'agit de déclarer auprès des autorités. En ce qui concerne les événements associés aux soins, les événements graves associés aux soins, il s'agit de tous les événements qui portent une atteinte physique à la personne avec des conséquences sur sa santé jusqu'au décès. Et donc, la différence entre événements indésirables et des événements indésirables graves associés aux soins, donc tout ce qui est événement indésirable grave doit être déclaré, donc associé aux soins et non associé aux soins. Vous aurez une liste de tous ces événements indésirables. On peut avoir, par exemple, un mouvement social dans un établissement, c'est un événement pour lequel il y a un impact sur la prise en soins des personnes, de l'accompagnement des personnes, c'est un événement indésirable grave. Si vous avez un souci de chauffage ou une inondation dans votre établissement, vous ne pouvez pas garantir la sécurité des personnes, c'est un événement que vous devez déclarer. Voilà, il y a des événements comme ça, il y a une série d'événements graves que vous devez déclarer. Je ne vais pas toutes vous les citer. Par contre, des événements indésirables, ce sont les événements indésirables de manière générale que vous aurez défini collectivement, enfin, en tout cas sur cette définition, parce que est-ce que vous devez tout déclarer ou simplement certaines dimensions, certains périmètres, certains types d'événements indésirables? Ça, c'est des choses que vous devez définir en fonction aussi de vos ressources et enfin, voilà, ce que vous souhaitez atteindre comme objectif aussi dans l'accompagnement des personnes. Donc, ce sont tout ce que vous déclarez en interne qui ne sont pas forcément déclarés aux autorités. Seulement les événements indésirables graves associés aux soins et non associés aux soins doivent être déclarés. Alors, il y a plusieurs circuits. Ça, c'est pareil, ça fera l'objet, je pense, d'un webinaire vraiment dédié. Je pense qu'il sera utile de vous décrire tout ça parce que c'est il y a une certaine complexité. Alors, le S est-il considéré au sens élargi de la prise en soin? Alors, le S, c'est considéré, alors, comme je disais tout à l'heure, sur la définition d'événements indésirables graves associés aux soins. Donc, le soin, c'est effectivement le soin au sens large. On n'est pas seulement sur le soin, alors on parle souvent du cure et du care. Là, on est sur c'est le soin au sens large. Mais bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un événement grave associé aux soins, il faut qu'il y ait eu des conséquences sur la santé de la personne. Comme je disais, ça peut aller jusqu'au décès de la personne. Voilà, on a également une question, enfin, c'est presque même une remarque, plus qu'une question, pour les résidences autonomie qui proposent de l'hébergement et son médico-social. Il nous a été dit que le critère impératif du circuit du médicament n'était pas impératif. Or, vous nous dites le contraire, je ne comprends pas. Eh bien, écoutez, si on s'en tient au manuel de la Haute Autorité de Santé, clairement, moi, je ne peux pas vous dire que vous n'y êtes pas soumis. Donc, je ne peux pas répondre autre chose que je vous ai indiqué. Il nous a été dit que le critère impératif du circuit du médicament n'était pas impératif. Enfin, moi, j'aimerais bien savoir qui vous l'a indiqué. Voilà, OK. Parce que il faudra revérifier sur ce qui est noté sur le manuel, s'ils sont bien si pour eux c'est noté sur le manuel. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va revoir cette question et on fera une précision au moment de la communication du diaporama pour s'assurer effectivement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la réponse à apporter. OK. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? J'en ai encore d'autres. Ah, et non, il y en a encore qui nous arrivent. Le manuel va-t-il évoluer? On ne peut pas répondre à cette question aujourd'hui. Par contre, ça peut faire partie des questions qui seront posées à la Haute Autorité de Santé, puisque notre prochain webinaire sera un webinaire régional avec différentes autorités. Donc, c'est celui qui est programmé le 22 novembre, au cours duquel la Haute Autorité de Santé sera présente. Il y a une réponse par rapport aux résidences autonomie, c'est dans la FAQ, mais il est indiqué que les structures sans hébergement ne sont pas concernées par ce critère.
On va creuser et puis on vous fera une réponse spécifique si vous voulez bien sur cette question. La plateforme Sinaï est-elle toujours d'actualité? La question sur la plateforme Sinaï est toujours d'actualité. Bah oui, tout à fait. On n'a pas eu d'informations contradictoires sur le fait que la plateforme Sinaï ne soit pas d'actualité. Peut-être que vous posez la question par rapport au dépôt du rapport vis-à-vis de l'autorité de tarification et de contrôle. Donc, en tant qu'ARS, nous, on n'a pas accès aux informations qui sont transmises dans Sinaï, qui permettent l'échange notamment entre l'évaluateur et la structure. Donc, effectivement, vous pouvez faire votre évaluation sur Sinaï et vous pouvez récupérer le rapport qui aura été réalisé par l'évaluateur sur Sinaï. Mais effectivement, nous n'avons pas à notre niveau accès aux informations qui sont disponibles sur cet outil. Ah. Autre question, en 2025, il n'y aura plus de SAD ni de SIAD, mais des services d'aide autonomie qui réuniront aide et parfois soins. Les SAD sont-ils sociaux, comme anciennement les services d'aide et d'accompagnement à domicile, ou médico-social, comme anciennement les SIAD? Alors écoutez, on va pouvoir poser la question, mais pour moi, les anciens services d'aide et d'accompagnement à domicile étaient déjà médico-sociaux. Mais donc pour moi, aussi bien les services d'aide et d'accompagnement à domicile que les SIAD étaient du secteur médico-social. Donc la nouvelle catégorie service d'autonomie continue à être une catégorie secteur médico-social. J'aurais formulé la même réponse. Non. 3 avec 3, la même analyse. Nous sommes en cohérence. C'est bon signe. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on prend maintenant ou est-ce qu'on passe au retour d'expérience? Le support sera-t-il transmis par mail à tous les participants? Le support sera transmis. On a plutôt tendance effectivement à le mettre sur nos sites internet pour éviter les transmissions mail. Donc vous pourrez le retrouver sur notre site internet assez rapidement sur celui de l'ARS et je pense aussi sur celui du CAF Bretagne et du CREAI. Tout à fait. Dans les meilleurs délais. Les DRAD sont-ils inclus dans la même évaluation? Les quoi? Le DRAD, D-R-A-D. Je ne sais pas ce que c'est qu'un DRAD. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. On pourra reprendre votre question si vous nous expliquez ce que c'est qu'un DRAD. N'hésitez pas à écrire vos questions. On essaiera effectivement, pour celles pour lesquelles on n'aura pas pu répondre à l'oral, de pouvoir revenir dessus dans un second temps. Alors, nous allons nous connecter avec maintenant notre témoin. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc, la deuxième partie de ce webinaire consiste à recueillir le témoignage d'un établissement concernant l'aspect pratique donc de cette déclinaison des critères impératifs et la manière dont l'établissement s'est emparé des critères impératifs. Donc, merci aux EHPAD du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique de Lorient de participer Centre hospitalier Bretagne Sud, pardon, de Lorient de participer à ce webinaire. Je vous laisse vous présenter et nous allons passer à la partie questions-réponses. Bonjour Christine, merci. Est-ce que vous nous entendez comme il faut? Très bien. Ok. Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Maëlys Gemin, directrice qualité au groupe hospitalier Bretagne Sud. Et je suis avec Séverine Cattel, moi je suis ingénieure qualité. Voilà. Et donc, nous avons au sein du groupe hospitalier 7 EHPAD, 3 SIAD et 1 XAPA pour le champ médico-social. Donc, nous avons passé au mois de mai l'évaluation sur 2 sites, Kerlivio et Kerbernès. Donc l'un est un Pleumeur et l'autre sur Hennebont, dans le Morbihan. Nous avions peu de temps pour nous préparer, puisqu'on a eu depuis le début d'année pour le faire.
Et donc, en termes d'accompagnement, alors juste pour donner la taille, Kerlivio, c'est 30 lits et Kerbernès, 160. Voilà. Et donc, concernant l'approche de ces critères impératifs, est-ce que vous avez réalisé une auto-évaluation avant votre évaluation et à quelle échéance de la date de l'évaluation? Oui, d'abord, Sinae, peut-être pour rebondir sur une question tout à l'heure. Donc oui, en fait, nous avons tous, en tant qu'établissements médico-sociaux, accès à la base Sinae qui permet justement d'extraire des grilles d'auto-évaluation. Et justement, Séverine va vous en parler puisqu'on les a légèrement adaptées. Oui, en fait, alors nous, on était assez contraints au niveau délai parce qu'on avait vraiment très peu de temps. En plus, un contexte d'absentéisme qui explosait et où du coup, on s'est dit, on ne va pas pouvoir mobiliser en fait énormément de professionnels. Donc, pour faire notre auto-évaluation, on s'est concentré que sur les critères impératifs, où on a réussi à quand même regrouper et des soignants et des médicaux. Une fonction transverse en fait sur une psychologue du coup, et en fait donc on s'est réunis à périodicité définie et à chaque fois on abordait un critère impératif. Ça permettait aussi de discuter, de faire le point, parce que c'est vrai que ces deux établissements-là n'avaient jamais eu d'évaluation en fait externe. Donc c'était l'occasion aussi de se poser et puis d'avoir un temps vraiment dédié là-dessus. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas vraiment suivi en fait une grille d'auto-évaluation de Sinae, parce que c'est vrai que pour reprendre par exemple le critère de la liberté d'aller et venir, en fait, ça comprend tellement de choses. Enfin, la liberté d'aller et venir à l'intérieur, vers l'extérieur, les contentions. Enfin, il y a tellement d'items différents dans chaque critère qu'on a préféré en fait les aborder un peu à l'idée du précédent référentiel, quelque part, où de se dire, eh ben là, on parle des contentions, comment on est sur les contentions, est-ce qu'on les prescrit bien, est-ce qu'on les réévalue, enfin voilà. Sur la liberté à l'intérieur de l'établissement d'aller et venir comme on est, on l'a plus fait du coup comme ça parce que ça parlait plus aux professionnels. Et par contre, on a utilisé la même cotation qui est utilisée dans Sinae, que les évaluateurs utilisent. Voilà, ça nous a permis de faire un plan d'action sur nos critères impératifs, du coup. Et là, on ne le savait pas à ce moment-là, mais ça nous a permis de gagner du temps pour après, quand on a eu le rapport où il fallait transmettre le plan d'action associé. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise dans notre organisation. Donc, vous avez dit, vous avez abordé les critères impératifs avec en petit groupe de travail, si je comprends bien, médico-soignants. Est-ce que vous avez associé à un moment donné les représentants des familles, puisqu'il y a certains ou des usagers, il y a certains critères impératifs qui viennent les concerner aussi, ou est-ce que vous l'avez fait uniquement entre les médico-soignants? On l'a fait en 2 temps, en fait, parce qu'on a fait médico-soignant, du coup, pour tous les critères impératifs, et après, on a eu une rencontre dédiée pour les représentants des familles et des usagers, où, dans le manuel, d'ailleurs, il y a un petit guide, d'ailleurs, un petit peu de questionnement, où là, en fait, on leur a dit, voilà les questions qui vont vous être posées. En fait, ça a eu plus une séance d'entraînement un peu avec eux, se dire, voilà les questions qui vous êtes posées. Alors, on sait que là-dessus, ça fonctionne, on sait comment ça marche. Là, par contre, on sait qu'on n'est pas bon, mais c'est pas grave, en fait. Voilà, c'était plus un peu un briefing avec eux. D'accord. Et les professionnels, lorsque vous avez animé, alors qui a animé les petits groupes dont vous venez de parler par rapport aux critères impératifs, et comment les professionnels ont réagi par rapport à ce qui était exigé finalement de la part du référentiel via ces critères impératifs, quelles ont été leurs réactions? Alors, c'est la qualité qui a animé. Donc, on était 2, nous, ingénieurs, donc en fait, une sur chaque site. Ça a été plutôt bien accueilli, en fait, parce que quelque part, les exigences du manuel, ce sont des exigences qui ne sont pas non plus aberrantes, qui correspondent aux pratiques de base. Et ils ont plutôt été contents de libérer la parole et de pouvoir, en fait, en échanger et de sortir un peu du quotidien où le contexte RH était compliqué. Donc, en fait, ça leur a fait du bien, moi, j'ai trouvé plutôt. D'accord. Vous n'avez pas senti qu'il y avait une pression particulière par rapport à l'exigence de la HAS concernant le niveau attendu relatif à ces critères impératifs. Vous les leur avez présenté du reste de cette exigence, c'est-à-dire d'obtention d'une note 4 ou pas?
Vous êtes rentré dans cette évaluation-là aussi? Oui, et on a même fait une présentation en fait à tous les professionnels du coup sur grosso modo les attendus, mais au sens large, un peu macro de tous les thématiques qui allaient être en pratique. Vous nous entendez toujours? Très, très bien, une connexion un petit peu instable. Oui, c'est ça. Non, voilà. Après, ils ont plus été. Alors, c'est vrai que comme nous, on est et sanitaires et médico-sociaux, en fait, on a des professionnels qui ont connu, après des mouvements de service, la certification sanitaire et qui, du coup, la passaient sur cette évaluation médico-sociale. Et c'était plus à la restitution, en fait, où on a eu des gens qui étaient un peu plus minces, ils auraient aimé, en fait, que ça aille plus loin, en fait. Plutôt. Pas à croire qu'en fait l'évaluation était trop haute d'un point de vue exigence, mais plutôt en dessous de ce qu'eux auraient voulu même. D'accord, d'accord. Et donc, vous avez évoqué que ce décryptage des critères impératifs vous avez fait gagner du temps pour l'après, c'est-à-dire que vous aviez déjà une idée sur le plan d'amélioration des pratiques et des organisations relatifs concernant ces critères impératifs? C'est-à-dire comment vous avez un petit peu procédé? Vous aviez déjà, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? En fait, on a fait clairement, alors là, plutôt old school, mais un tableur Excel en se disant, voilà, là, on aborde la thématique des contentions, du coup, quels sont les attendus derrière qui vont être questionnés par les évaluateurs, et puis après, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, du coup, la cotation, avec des commentaires ou des éléments un peu d'explication, et puis derrière, le plan d'action. Donc, en fait, l'action était faite et directement rattachée aux critères. Et vous êtes allé chercher des éléments de preuve à quel moment? Alors ça, on n'a pas eu le temps. On a fait un peu, mais ouais, c'est ça. On a fait. Alors les éléments de preuve pendant les réunions d'évaluation, pas trop. Ça a vraiment été pour la préparation de la visite, parce qu'on était vraiment court en temps et on a préféré, alors au premier abord, du coup plutôt libérer la parole. Et dans tous les cas, on était, il n'y a pas eu de rétention d'informations, puisqu'en fait, ce qui a été vu sur le terrain, c'était ce qui avait été auto-évalué. C'est plus pour préparer la visite là qu'on a rassemblé les éléments de preuve. Il y a une grosse production de documents préparatoires à transmettre aux évaluateurs avant la date de visite. Et donc, c'est sur la base de ces écrits qu'après, elles viennent voir, observer, comparer. Il est arrivé qu'on en transmette d'autres en cours. Auditeurs, c'est... Ah, ça y est, c'est bon, ça a coupé, excusez-nous. Il fallait transmettre beaucoup d'éléments écrits de documents preuves en amont de la visite aux évaluateurs et que durant la visite, ça a été finalement assez peu. Oui, c'était juste pour compléter quand des nouveautés sont apparues. C'était même plutôt décevant pour les professionnels du coup de se dire mince, elle me croit sur parole en fait. Elle me pose une question, je réponds, mais elle me croit en fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui ont été un peu frustrés de se dire mince, on aurait pu aller plus loin ou vraiment pour valoriser encore plus. Mais voilà. Après, c'est une évaluation. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des recommandations particulières à partager concernant cette préparation? Rappelez-nous combien de temps vous aviez entre finalement la réception de l'arrêté et la date de votre évaluation. C'était quoi, 4-5 mois? C'est ça, parce qu'on a su en janvier. Les calendriers sont tombés fin décembre, début janvier de mémoire. Et nous, les premières dates, ces deux EHPAD devaient rendre leurs évaluations pour le 30 juin. Donc, ça voulait dire faire les visites et la phase contradictoire avec les évaluateurs aussi, et le temps de construction du plan d'action, du PAC. Donc, autant le PAC, comme vous avez compris, on l'avait un petit peu travaillé avant et on a pu l'adapter et on avait gagné du temps en post-visite. Donc, on a eu très peu de temps et c'est pour ça qu'on a fait un choix en termes d'organisation, on vous l'a dit. On s'est concentré uniquement sur les critères impératifs. Nous n'avons pas fait une auto-évaluation globale de l'ensemble du manuel. Voilà, donc ça, c'est un choix de gouvernance, mais c'est un choix qui a été assumé. Et les deux évaluations donc, se sont passées sur 2 jours pour Carlivio, où nous avons 30 lits, je le rappelle, et sur 3 jours sur Kerbernès, où nous avons 160 lits. Ça s'est très bien passé. Les évaluatrices externes ont
on a vraiment pu collaborer et être constructifs dans nos échanges. Et voilà, ces 2 jours-là et 3 jours se sont, en termes de logistique, très bien passés, avec un certain nombre de résidents traceurs, d'accompagnés traceurs, qui se sont faits, des observations, des entretiens. Et effectivement, tout le monde finalement a été ravi de pouvoir s'exprimer et de pouvoir dire aussi son avis, prendre du recul sur les pratiques quotidiennes. Donc voilà, et la restitution, la réunion de clôture a permis justement de prendre connaissance. Alors on en avait une tous les soirs, hein, mais le dernier jour, de prendre connaissance du contenu qu'elles mettraient dans leur rapport. Et nous avons ensuite eu, comme je disais, une phase d'aller-retour pour préciser certains points avant qu'elles envoient le rapport définitif sur Sinae et qu'on puisse le récupérer avant de l'envoyer aux tutelles. Oui, parce que pour compléter, en fait, elles ont été quand même assez à l'écoute parce que, nous, c'est vrai, contexte RH complètement dégradé. Et en fait, c'est vrai que dans leur planning initial, il y avait des entretiens donc avec des professionnels sur un résident traceur et des entretiens professionnels par rapport aux audits système et les tout en même temps. Et du coup, au départ, leur demande, c'était d'avoir, nous, on avait calculé 8 professionnels détachés en permanence tous les jours. Et on s'est dit, oh là là, c'est pas possible, on va jamais y arriver. Et en fait, elles ont été plutôt conciliantes là-dessus. Et du coup, on a réduit la voilure de manière assez impressionnante, ouvert aussi aux fonctions transverses, à l'animation, psychologue, diététicien, enfin des choses comme ça, où du coup, ça permettait d'avoir aussi les professionnels, mais moins sur les soins dans les unités. Est-ce qu'il y a des questions particulières On a des collègues qui ont quelques questions à vous poser. Bonjour, nous avons également fait le choix d'auto-évaluer uniquement les critères impératifs. Avez-vous eu des surprises sur les résultats des autres critères que vous n'aviez pas auto-évalués? Alors, avez-vous eu des surprises sur les autres critères que vous n'avez pas évalués? Non, par contre, il faut savoir que les observations peuvent se faire aussi dans des zones auxquelles on n'aurait pas pensé, des zones techniques, chaufferie. Nous, on est parti sur les critères impératifs. Donc là, effectivement, ça nous sortait un peu du cadre. Mais elles vont aller voir l'affichage des comptes rendus des CVS, signer, dater, signer. En fait, il y a aussi un niveau d'exigence important sur des sujets, effectivement, qu'on avait peut-être laissé de côté. Mais après, le reste, non, on n'a pas eu de surprise. Non. Combien de temps pour les groupes de travail pour l'auto-évaluation des critères impératifs? Si vous pouvez donner un volume de temps, de groupe aussi, pour que les établissements puissent avoir une idée sur votre organisation. C'était à peu près 1h30 par critère impératif. Au niveau représentation, donc on avait cadres, parfois des soignants, parfois pas en fonction de l'absentéisme, médecins, psychologues, animateurs, non, on n'arrivait pas à les détacher, mais on avait la cadre d'animation qui était là. Je sais que ma collègue qui était du coup sur l'autre site, elle qui est CAPSUP, en fait avait, par sa fonction soignante, elle assistait aussi aux transmissions, donc ça permettait aussi de passer des messages et de se dire, là, du coup, vous me parlez d'une résidente qui a chuté, est-ce que c'est bien inscrit dans le dossier, est-ce que c'était évalué, est-ce que, voilà, vous en parlez au médecin, ou voilà, de faire le lien un peu aussi avec le dossier du résident. Voilà. Il y avait l'accord du résident sur la prise de vue, la prise d'image ou de captation de photos. Ça, c'était un point fort, un point d'attention, je veux dire, de la part des évaluatrices. Et donc ça se travaille en amont avec la cellule administrative, je ne sais pas comment elle s'appelle dans toutes les structures, mais nous, c'est la gestion administrative des résidents. Là, effectivement, on vérifie que les documents dans les dossiers soient à jour, qu'on ait bien le recueil et le consentement de l'accord du résident. Ça fait partie des critères, mais voilà, il faut aller voir après concrètement les dossiers parce qu'on sait que les évaluatrices vont en ouvrir. Sinae propose-t-il des grilles d'entretien en dehors des questions pour le CVS pour répondre aux différents critères? Là, c'est
le référentiel et la manière dont Sinae propose les grilles d'entretien. Comment vous avez, enfin, c'est une question sur Sinae en fait. Bah, Sinae, on ne l'a pas tant utilisé que ça, à part pour faire le lien en fait avec les évaluateurs, du coup, parce qu'il faut ouvrir l'évaluation, du coup, l'entreprise l'accepte, après ils nous transmettent le rapport, faut l'accepter aussi. En fait, c'est plus des va-et-vient, mais on l'a utilisé comme ça, plus comme une plateforme de communication. Et on n'a pas trop utilisé les grilles d'auto-évaluation de Sinae parce que, comme ce que je vous disais, par exemple, pour la liberté d'aller et venir, en fait, il y a tellement de sous-items dedans. Et puis pour avoir utilisé la plateforme du coup côté sanitaire qui ne correspondait pas forcément non plus bien sur le fond, du coup on s'en est pas trop servi. Mais techniquement on peut les sortir. On peut sortir une fiche Excel. Non, c'est un document PDF. J'aurais dit. On avait dit PDF, ouais. Donc c'est ça qui nous a empêché aussi, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de document Excel utilisable immédiatement avec des filtres, etc. Allez-vous renforcer vos équipes pour rencontrer les évaluateurs? Non, parce qu'on était déjà en grande difficulté pour avoir les effectifs suffisants. Oui, ça a plutôt été ça. D'accord. Alors, dans le cadre d'une structure avec plusieurs services, avez-vous associé les différents services entre eux dans les réunions de travail ou bien dissocié la préparation de l'évaluation par service? Est-ce que vous avez fait des groupes croisés dans les groupes de travail? Est-ce que vous avez croisé les professionnels entre différents services ou alors par service? Non, on a croisé parce qu'en fait, comme on était contraint au niveau temps, on ne pouvait pas se permettre de multiplier les réunions en fait. Voilà. Donc pour Carnivio, où il y a les 4 étages, des ailes, etc. On a tout fait en même temps. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Mélanger, moi je trouve que c'est un intérêt parce que du coup ça permet de se dire tiens, nous on fait comme ça chez nous, vous faites comme ça, mais peut-être qu'on peut prendre des bonnes idées en fait, et puis du coup à plusieurs cerveaux en fait on fonctionne mieux quand même. Donc honnêtement les échanges étaient beaucoup plus riches et plus nourris à plusieurs. Alors moi je vais en poser une parce que je vois il est 13h26, c'est bientôt la fin. Aujourd'hui par rapport à cette évaluation, où vous en êtes? Est-ce que le plan d'action, vous continuez à le nourrir ou est-ce que vous avez constaté finalement un petit, je veux dire, où vous allez prendre le plan d'action à distance? C'est peut-être plutôt ça ma question. Non, en fait, on a une chronologie qui est contrainte par une visite de certification sur le champ sanitaire en janvier l'année prochaine. Pour l'instant, les rapports ont été envoyés dans les temps, les plans d'action également. On a continué à se voir avec la direction des sites concernés, mais l'encadrement, pour l'instant, est plutôt à nouveau en train de gérer des difficultés d'absentéisme. Cependant, la dynamique est lancée. Les équipes des 2 sites sont tout à fait motivées pour continuer. Donc là, temporairement, on met en pause les choses et le suivi des actions, mais on sait qu'on peut revenir vers eux et on reprendra les travaux entamés. Mais cette fois-ci, sur un cycle plus naturel, plus régulier, qu'on préfère nous voir côté qualité, c'est-à-dire des rencontres régulières, programmées, et puis on en profite pour faire un coup un peu de suivi d'action, un autre coup un peu de gestion documentaire, ou faire des passerelles avec d'autres processus ou d'autres sites qui ont été évalués aussi. Donc voilà, la dynamique est juste en pause quelques semaines, le temps de se consacrer sur la certification HAS. Ok, écoutez, nous vous remercions pour ce témoignage. Merci à toutes les deux. Merci au groupe hospitalier Bretagne Sud d'avoir accepté de partager ce retour d'expérience, cette richesse aussi. Et puis, nous nous retrouverons le 22 novembre pour un nouveau webinaire, mais beaucoup plus élargi, puisque la Haute Autorité de Santé participera à ce webinaire. Donc, vous aurez les informations très, très rapidement sur le contenu et le détail de ce prochain webinaire. Merci à tous. Peut-être une petite réponse. Donc, une question qui nous était posée sur une évaluation en 2027. Est-ce trop tôt de mettre en place une auto-évaluation en 2024?
vraiment sur cette question, je vous renvoie à notre premier webinaire qui abordait ces questions-là que vous pouvez trouver en ligne sur nos différents sites internet. Et puis pour les DRAD, les CAMS et la résidence autonomie et la question du critère du circuit du médicament, les réponses vous ont été directement faites en direct et donc vous pourrez certainement les retrouver sur une foire aux questions que nous sommes en train d'enrichir à partir des questions posées lors de ces webinaires. Voilà, on vous dit à très bientôt. Et bon après-midi à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Fais comme Merci, au revoir.